Pendant plus de 40 ans, Mercedes a développé un langage visuel qui est devenu presque universel. Des voitures très anguleuses, très rectilignes, presque cubiques. Regardez par exemple une W108, une W111, une W123, une W124, une W201 ou même une W202. Elles sont toutes immédiatement reconnaissables et surtout elles ont un point commun. On dirait qu'elles ont toutes été dessinées avec une équerre. Et ce n'était absolument pas un hasard. Chez Mercedes, le design évolue très lentement. Une génération remplace la précédente sans jamais rompre avec elle. Mais au début des années 90, tout change. En effet, le marché automobile mondial change radicalement. Les formes générales deviennent de plus en plus douces et surtout l'aérodynamisme devient un point clé. Et avec le progrès des conceptions assistées par ordinateur, il est possible à présent de faire des courbes qui n'ont jamais été vues auparavant. Et surtout, les années 90 sont marquées par l'arrivée du biodesign. Et cette forme très organique envahit absolument tout le marché automobile. Et c'est alors que Mercedes comprend une chose. Si Mercedes continue de produire des voitures aussi cubiques, elle risque tout simplement de devenir démodée. Et il devient donc crucial pour la marque de se réinventer. Et c'est comme ça que la marque à l'étoile va entamer sa plus grande métamorphose de toute son histoire. Mais cette métamorphose cache un problème encore plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que finalement, changer les lignes d'une voiture, ce n'est pas si compliqué. En revanche, comment changer les lignes d'une voiture pour ne pas rompre avec son ADN? Et c'est là qu'un élément va devenir un véritable casse-tête. Les phares. Sur une voiture cubique, les phares sont naturellement cubiques aussi. C'est plutôt facile. Les lignes sont droites, le capot est droit, les ailes sont droites aussi, et donc des phares droits s'y adaptent parfaitement. Mais dès que les formes deviennent rondes et tout en courbe, il est impossible d'adapter des phares cubiques. C'est juste mathématique. Géométriquement, ça ne marche pas. Ils paraissent disproportionnés et surtout viennent casser complètement la ligne de la voiture. Et donc Mercedes ne doit pas seulement redessiner une nouvelle voiture, mais aussi réinventer complètement sa façon de dessiner les phares. Pourtant, Mercedes ne va pas attendre la production et va prendre le problème très au sérieux et très tôt dans les années 90. En 1993, Mercedes va présenter un concept car complètement inédit pour l'époque, à savoir le Design Study Coupé. Et pour l'époque, c'est une étude de style extrêmement importante pour Mercedes. Et pourtant, ce concept car a été largement oublié. Et pourtant, si on regarde attentivement la voiture, qui d'ailleurs est très intéressante, on comprend immédiatement où Mercedes veut aller. Déjà, les lignes sont toutes en rondeur et beaucoup plus fluides que ce qu'on pouvait voir auparavant. Mais le point le plus notable se trouve au niveau des optiques. 4 phares ronds. Et le tout s'intègre parfaitement à la carrosserie. Et justement, cette voiture ressemble étonnamment à ce qui viendra plus tard. Et aussi des feux arrière ainsi qu'une carrosserie beaucoup plus organique, bien inscrit dans la mode du biodesign. Et finalement, ce concept car annonce littéralement toute la décennie Mercedes à venir. Et justement, 2 ans plus tard, on retrouve la Mercedes classe E W210, qui est sortie en 1995. Largement inspirée de ce concept car, il s'agit ni plus ni moins que de la plus grande rupture stylistique de toute l'histoire de Mercedes-Benz récente. Et effectivement, pendant près d'un demi-siècle, toutes les Mercedes, sans exception, avaient des phares rectangulaires. Et du jour au lendemain, ils disparaissent complètement. Et à leur place, 4 optiques ronds, avec un regard inimitable. Et cette face avant deviendra peut-être la plus iconique de toutes les années 90. Certains adorent, d'autres détestent. En tout cas, cette face avant ne laissera personne indifférent. Et c'est exactement ce que Mercedes recherchait. Et pourtant, le truc le plus impressionnant, c'est que malgré cette rupture stylistique complète, personne ne doute un seul instant qu'il s'agit d'une Mercedes. Mais pourquoi? Eh bien ça, c'est grâce à Bruno Sacco. Littéralement l'un des plus grands designers de toute l'histoire automobile. Et personnellement, mon designer préféré. Mais le plus intéressant avec Bruno Sacco, c'est qu'il ne faisait pas que dessiner des voitures. Il avait une véritable philosophie. Pour lui, Mercedes devait respecter 2 principes fondamentaux. Le premier, l'affinité horizontale. Toutes les Mercedes de la même gamme, vendues au même moment, doivent appartenir à la même famille.
Que ce soit une classe C, une classe E, une classe S ou n'importe quelle autre Mercedes, elles doivent d'autres être identifiables comme étant une Mercedes-Benz. Le second principe, c'est l'affinité verticale. Chaque nouvelle génération doit conserver un lien avec celle qu'elle remplace. C'est-à-dire qu'une nouvelle Mercedes ne doit jamais écraser l'ancienne et surtout ne jamais débarquer de nulle part. Et pourtant, c'est justement là que beaucoup de personnes se trompent. Cette philosophie ne signifiait absolument pas qu'il fallait refuser toute innovation, bien au contraire. Bruno Sacco lui-même disait qu'une innovation doit être adoptée si elle apportait une véritable amélioration. Et pas simplement parce qu'elle était à la mode, parce que c'était une innovation qui allait réellement compter dans le futur. Et justement, la classe W210 en est parfaitement l'exemple. En effet, quand on voit une W210, on a l'impression que c'est une Mercedes sortie de nulle part. Et pourtant, son lien de parenté avec la W124 est plus qu'évident. Il est flagrant. On reconnaît cet aspect très Mercedes, très parallélépipède qu'avait la 124 justement. Et donc la W210 n'écrase pas la génération précédente. C'est une évolution. Et c'est même une sacrée évolution. Mais Mercedes n'a pas encore trouvé sa formule parfaite et va continuer à expérimenter. Et en 1998, 3 ans plus tard, arrive la classe S W220. Et ici, les phares changent radicalement. Ils deviennent beaucoup plus étirés, beaucoup plus intégrés aussi à la carrosserie de la voiture. Et surtout, on dirait presque plus des éléments indépendants. On dirait presque qu'ils ont été sculptés dans la carrosserie elle-même. Et d'ailleurs, cette évolution n'est pas seulement esthétique, elle est aussi technologique. Pendant des décennies, les blocs optiques étaient faits de verre, un matériau qui était fragile, lourd et difficile à mouler dans des formes extravagantes. Mais progressivement, Mercedes va adopter le polycarbonate. Plus léger, plus résistant, mais surtout beaucoup plus malléable et qui peut prendre des formes jamais vues auparavant avec des blocs optiques en verre. Et sans cette évolution majeure, probablement que les blocs optiques des années 2000 auraient été bien différents. Et cette nouvelle architecture permet aussi l'arrivée de nombreuses innovations, à commencer par les ampoules H7 qui remplacent les ampoules H4, mais aussi des projecteurs xénon, du correcteur automatique d'assiette et de nouveaux réflecteurs beaucoup plus complexes. Et progressivement, des systèmes optiques de plus en plus intelligents. Les phares deviennent alors un véritable condensé de technologie. Mais Mercedes continue à chercher. Et en 2000, arrive probablement l'une des solutions les plus emblématiques. Sur la Mercedes classe C W203. Et c'est probablement l'une de mes solutions préférées d'ailleurs. Et regardez attentivement ces phares. On dirait un mix entre ceux de la classe S W220 et surtout ceux de la classe E W210. Et cette forme si caractéristique sera surnommée d'ailleurs par la presse et les passionnés des phares en cacahuète. Et en 2002, Mercedes va continuer à affiner cette recherche stylistique avec la CLK W209. Ici, les phares deviennent encore plus effilés, mais toujours inspirés de la W203. Puis en 2003, arrive la W211, qui va reprendre cette fois-ci les 4 optiques de la W210. Toujours pour les mêmes raisons d'architecture horizontale et verticale. Et pour beaucoup, il s'agit ici de l'aboutissement même de cette recherche stylistique. Et j'avoue que c'est très joli. Mais finalement, c'est avec la génération suivante de classe E, de classe S et de classe C que Mercedes va enfin trouver une réponse définitive à son problème originel. Et accessoirement, va complètement abandonner ses recherches stylistiques. Les phares deviennent plus sobres, plus intégrés aussi à la carrosserie. Aussi, les optiques elles-mêmes deviennent transparentes, et ce qui devient intéressant n'est plus l'extérieur, mais l'intérieur de celle-ci. Et ces phares aussi seront beaucoup plus consensuels. Et entre-temps, une autre technologie majeure va arriver, les LED. Et désormais, même de nuit, une Mercedes va devenir immédiatement reconnaissable. Cette fois-ci, non plus à la forme de ses phares, mais grâce aux signatures lumineuses. Aujourd'hui, ça paraît être une réponse évidente. Toutes les marques misent sur une signature lumineuse, et c'est d'ailleurs l'un des éléments les plus importants. Mais dans les années 90, il faut comprendre que ces technologies n'existaient tout simplement pas. Et donc l'une des façons de se démarquer n'était pas grâce à une signature lumineuse, mais uniquement grâce à la forme des phares. Finalement, avec l'arrivée du nouveau millénaire, Mercedes n'avait pas seulement un problème de phare à régler, mais un problème crucial d'identité. Tout l'enjeu était de se moderniser sans pour autant renier sur son ADN propre. Moderniser 40 années de design
sans pour autant délaisser ce qui faisait de Mercedes une Mercedes. Et sur cette décennie très particulière, on se rend compte que finalement, chaque modèle était qu'une étape. La classe E W210 a ouvert la voie. La classe S W220 l'a exploré davantage. La classe C W203 en a fait une synthèse. Et la classe E W211 ainsi que la CLK W209 a perfectionné l'idée. Jusqu'à que Mercedes trouve finalement la réponse qu'elle cherchait depuis le début, à savoir l'identité stylistique que l'on connaît même aujourd'hui. Et c'était 10 années d'expérimentation, 10 années de modèles iconiques qui ont marqué l'histoire. Et c'était aussi des années de prise de risque. En effet, Mercedes a pris beaucoup de risques stylistiques par rapport à ses concurrents, notamment Audi ou BMW, qui eux étaient restés très conservateurs. Mais avec le recul, on se rend compte que c'est cette période qui a permis à Mercedes de se libérer, de se trouver et de rester au sommet mondial de l'automobile. Et vous d'ailleurs, que pensez-vous de cette génération de Mercedes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour soutenir la chaîne. Moi c'est Anatoly et on se retrouve très bientôt. Moi j'adore la W203.